about to take over. Let's get it. That's what you want. I'ma give it to ya. Hit 1, 2, 3, punch in the face, bitch. I'ma give it to ya. What the fuck? And a motherfucking beat here near me, like what the fuck? No, don't give up. Everybody come for me like it won't last. I do seize up. I got my chains on. Bonjour et bienvenue aux histoires du père Castor Koff. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu de rôle dans les années 90. Alors, le jeu de rôle dans les années 90, c'est le moment où le jeu de rôle a explosé et là où le jeu de rôle a aussi explosé. Il a explosé dans le sens où de plus en plus de clubs se sont créés, où tous les jeunes qui avaient 15 ans, qui commençaient sur du ADD, autre chose, l'œil noir, se sont retrouvés à avoir 18 ans et pouvoir demander à leur mairie à ouvrir des associations de jeux de rôle, ou dans les lycées également, des associations de jeux de rôle se sont créées, dans les MJC également. Et donc c'est véritablement le jeu de rôle, il y a eu des assos, des vrais assos, qui sont mises en place pour faire vivre le jeu de rôle. Là où il y a une production aussi qui s'est mise derrière, qui a suivi, une production de plus en plus importante. D'un autre côté, on a eu ADD qui s'est mis à une deuxième version qui était plus cossue. On a eu des créations également un peu partout. Casus Belli de ce côté produisait un plus pouvoir. On a commencé vraiment à avoir de plus en plus de choix. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivé Mireille Dubin. Dans le sens où, cher jeune, et ça marche tout le temps. Aussi bien pour quand tu écoutais du rock, que quand tu écoutais du rap, que quand tu fais du jeu de rôle, que tu as n'importe quel sport, faut sache que derrière, si ça commence à avoir du succès, on va faire une émission dessus et on va dire c'est mal. Pourquoi? On ne sait pas, on trouvera toujours un truc. Mais là, par exemple, pour le jeu de rôle, nous étions des satanistes. Ou des gens qui déterraient des cadavres dans les cimetières. Clairement, oui, voilà. On n'avait pas bonne presse, il y avait des suicides chez nous. Bon, apparemment, il y a eu des gens qui se sont suicidés. Bon, super, bon, j'en ai pas entendu parler, j'ai aucun qui s'est suicidé. Mais bon, c'était comme ça. Donc, les pouvoirs publics ont décidé que, on peut passer le mot, mais les adultes ont dit non, le jeu de rôle, ce n'est pas intéressant. Il faut que vous planchez sur les études, ou si vraiment vous en avez marre de temps en temps, eh bien vous mettez une murge en boîte, et ça c'est bien, ça c'est toléré. Hein. Ensuite, passer le samedi soir à faire du jeu de rôle, alors c'est truc illuminé, c'est pas bon, ça c'est pas bon, c'est pas sain. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est que le jeu de rôle s'est cassé la gueule, et il est encore en train de se relever. Il y a eu des retours, il y a eu des... Mais ça a jamais été aussi prégnant que dans les années 90. Donc, par quoi on a commencé? Bon, alors si ce tableau est déjà plein, c'est tout simplement parce que j'ai dû refaire la vidéo, tout simplement, voilà. Donc, on a commencé par des productions à la croque, je vais vous dire lesquelles. Il y avait eu Workshrog et ensuite Heavy Metal. Hein. Donc, je vais vous les montrer. Donc, qu'est-ce que c'était que Workshrog? Workshrog, je vous le mets ici, je vous le dis dans le fondateur des années 90, c'est plus encore là, c'est pas un chouchou non plus. Workshrog, c'était quoi? C'était le début des éditions de Croc. Croc, c'était quoi? C'était un punk. Un punk, une sorte d'auteur provocateur qui était tout le temps en train de créer des jeux qui étaient à la limite. Et donc Workshrog, c'était l'un des premiers où on incarnait vraiment des méchants. Des méchants dans le sens où on était des Stormtroopers du boucher, tout simplement. On était des tueurs du boucher, on était tout un empire galactique maléfique. Et donc on était ces tueurs avec des armures de combat, des lasers partout, des tronçonneuses à la place des bras. Oui, c'était chantant. Donc Workshrog. Hein, et ensuite on va passer à Heavy Metal. Donc, on dirait que tout ce qui, enfin, tout le fondateur des années 90, ça pourrait être, enfin, fondateur, dans le sens où c'était vraiment typique des années 90. Workshock, c'était les productions Croc à l'époque, c'était là pour déranger. Et c'est d'ailleurs, on va dire, une des raisons pour lesquelles on lui a reproché des fois d'être un peu trop novateur, c'est que des fois il avait, ben, malheureusement, il avait raison. Par exemple, là, je vous le montre avec Heavy Metal, qui est pareil, qui est typique des années 90, où on se posait la question, oui, est-ce que nos sociétés, à un moment, eh ben, va pas être ordonnée et où les flics ne seront pas des robots? Eh ben, là, c'était le cas, c'est-à-dire on avait des unités cybernétiques de répression, hein, qui permettaient de
de gérer les déviants, ou tout du moins de les buter, clairement. Des déviants, ça pouvait être aussi bien des drogués que des gens qui avaient une pensée qui était autre que celle de la société. Une société totalement isolée, hein, où tous les riches et tout le pays riche s'était isolé des pays pauvres par un mur, et où clairement, bah, fallait pas ouvrir sa gueule. Et ces déviants, donc ces gens-là, étaient chassés par ces robots, qui étaient clairement des Terminators. Hein. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a dans tout ce qui est croc? Hein, je pense que c'est déjà pas mal. Ensuite, ah oui, 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 on avait Innomine Satanis Magna Veritas. Alors, alors certains diront que le fait de jouer soit des démons ça a été vu ensuite dans des séries, soit vous jouiez des démons qui parfois pouvaient faire des choses chaotiques, mais qui peut-être avaient un bon fond face à des adeptes de la loi qui clairement étaient des skins, des fascistes. Donc c'était vraiment l'idée que, en fait, enfin, après ça, je sais pas si ça a été revu parce que moi je l'ai connu dans les années 90. C'était Innomine Satanis Magna Veritas. Vous pouvez jouer donc soit les démons, soit les adeptes les anges. Mais c'était clairement, vous aviez les anges par exemple étaient beaucoup plus puissants que les démons. Les démons étaient surtout sur le côté furtif. Après, je sais pas comment ça s'est barré, mais je sais que ça a été très très critiqué à l'époque. C'était que d'un côté, le jeu de rôle était vu vraiment comme une occupation de taré, clairement. Et de l'autre côté, on avait des productions comme Innomine Satanis. Bon, Mana Veritas, apparemment, ça plaisait à l'église. Bon, tant mieux. Alléluia. Mais bon, voilà. Donc c'était quand même. Donc moi, je le mettrais plutôt dans encore là, parce que malgré son côté un peu provocateur, ben, il est toujours là et il marche toujours autant. Hein, il y a encore, il y a pas longtemps, il y a eu des Kickstarter qui ont été faits sur ce produit. Et ben, ma foi, je pense que ça doit encore tourner. Moi, j'ai plus rejoué. J'avais joué quelques fois. Bon, il faut que le maître du jeu soit là aussi pour assurer sur ce coup. Hein. Parce que ça fait beaucoup sur. Parce que sinon, au bout d'un moment, on est vraiment sur du combat. C'est pas très intéressant. Hein. Alors ensuite, on va passer directement à une production qui, elle, m'a posé, on va le dire, un gros souci. Parce que c'était à la fois ses fondateurs des années 90, mais c'est encore là également. Mais je trouve que la façon dont cette production a été appréhendée par les joueurs a été vraiment mais totalement débile. C'est-à-dire, moi je vais vous parler de Vampire the Masquerade. Alors après, il y aura Vampire Dark Age, ce qui n'est pas la même chose, avec donc je le mets dans les fondateurs des années 90 parce que c'est quand même là où est apparue donc la façon de jouer des vampires et dans le club Succube également. Je trouve ce jeu de rôle très malsain. Pourquoi je dirais très malsain? C'est que ça a permis à toute une génération de personnes d'essayer de se donner un style. Clairement, ils ont oublié, clairement, dans le jeu de rôle, le côté jeu. Il n'y avait plus de jeu, il n'y avait plus qu'un rôle. Et c'était donc des personnes, ces adeptes vampires, qui au bout d'un moment se nommaient par leur nom de vampire, par exemple. Ou tout simplement aller acheter des bagues, des flasques pour mettre de l'eau, hein, parce que bon, il ne buvait pas d'alcool non plus, des flasques avec le nom du vampire. C'était vraiment un trip où il fallait être gothique, il fallait se donner un style, et où ce style passait par le fait d'incarner son vampire pendant toute la journée. Clairement, c'était des gens qui n'avaient pas de vie. Moi, je le dis clairement, hein, je suis un peu provocateur moi aussi, mais bon, on va dire qu'à bout d'un moment, c'est quand tu es un ado un peu rejeté par tout le monde et ben, que tes études ça se barre un peu, eh ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu joues à vampire, tout simplement, tu te donnes un nom de vampire et ben, dans, dans tes rêves, tu peux aller plus loin, tu as des pouvoirs, exactement. Mais moi, ce que je trouve, c'est que c'est vraiment le mauvais côté du jeu de rôle qui a été mis en place là, c'est le côté où il n'y avait plus de jeu. Il faut comprendre que dans le jeu de rôle, il faut aussi jouer. On est là pour jouer, on est là pour s'amuser, on est là pour interagir au moment de la partie et à un moment, on arrête. Après, à la fin de la partie, on boit une bière, on fait autre chose, on a d'autres choses dans la vie, on a les études, quand on a des études, on a un travail, il faut en sortir. Et là, le problème que j'ai trouvé sur Vampire la Mascarade, c'est que les joueurs qui étaient là-dedans ont commencé vraiment à trop s'investir. Hein. Et ça, c'était dommage.
hein. Par rapport à un vampire qui lui, il est encore là d'ailleurs, je crois, Vampire Dark Age également, qui lui avait un côté qui était moins, vu qu'on n'était pas dans la société contemporaine, il a eu moins de succès, puisqu'on pouvait pas quand même se balader avec des armures de croisés vampires ou de nobles espagnols du Moyen-Âge qui a des pouvoirs vampiriques, on pouvait pas. Donc du coup, le côté rôle a été présent, mais avec du jeu également. Et le fait que quand la partie était finie, on pouvait pas se mettre son costume noir et repartir. Non, là non. Et l'intérêt en plus historique était très présent. C'était dans la période du Moyen Âge, c'était dans la période on pouvait se balader donc aussi bien pendant les croisades que dans le Constantinople avant la croisade. On pouvait également aller sur le règne de Richard en Angleterre ou un peu plus tard. Donc il y avait un intérêt historique qu'il faut pas négliger. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire également, c'est que les années 90 ont aussi été le moment où il y a eu le baroque. Qu'est-ce que le baroque? C'est le fait qu'on va avoir tous des thèmes qui vont se retrouver. Donc aussi bien l'heroic fantasy que le cyberpunk. Et là, ça a été quoi? Ça a été Shadowrun. Shadowrun, qui est lui aussi pareil, je le trouve, qui est fondateur des années 90, où là on se retrouve avec, alors franchement, quand j'ai eu le première fois où j'ai eu le livre, je me suis dit, mais où on va? Clairement, qu'est-ce qu'on fait? Où on va? On se retrouve avec une Amérique qui est complètement sectionnée, où il y a des tribus, il y a des elfes. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le retour de la magie sur un monde qui commence à évoluer à la cyberpunk. Hein, et ce retour à la magie, ça a permis de donner des pouvoirs aux tribus indiennes qui se trouvaient encore aux États-Unis, et a permis aussi, il y a eu aussi une évolution des personnes, où certains ont commencé à se retrouver avec les dents en plus au niveau de la mâchoire, donc à devenir des orques, d'autres à avoir des oreilles pointues, donc à devenir des elfes, où il y a eu des mutations, et des mutations assez... Donc c'est un délire, hein, qu'on a pu revoir ensuite aussi chez Torg également, où on met tout ensemble, on met d'un côté l'heroic fantasy, de l'autre côté le cyberpunk, donc on se retrouve avec par exemple un troll qui se balade avec un katana, parce qu'il y a aussi le côté japonais bien sûr, où vous aviez des elfes qui étaient netrunners, donc ils faisaient des runs, c'est-à-dire vous allez dans la matrice qui était bien fait d'ailleurs, donc c'était quand même des petits délires qui étaient sympatoches, mais c'était assez spécial. Moi, je veux dire, c'était assez spécial. Et ce qui est drôle, c'est que ça existe encore, ça existe toujours, parce que derrière, il y a eu une fanbase qui s'est créée, qui a permis de s'approprier ce côté baroque et de pas juste dire bon, c'est un produit marketing comme les autres. Bon, voilà, c'est bon, tout le monde en parle, on va le faire, puis après ça va se casser la gueule. Non. Il y a eu des autres productions, il y a eu des joueurs qui se l'ont approprié, et ça c'est vraiment pas mal. Donc, sinon dans les années 90, bon, voilà quoi. Je veux dire, il est encore là, il est toujours là. C'est le premier Star Wars, le Star Wars D6. Le Star Wars D6. Il n'y a rien à dire dessus, sinon que c'est grâce à ce Star Wars D6 que tout l'univers Star Wars a été revu. C'est l'univers étendu qu'on a pu ensuite voir aussi bien dans les nouvelles trilogies que dans les BD. Tout cet univers a été vu à ce moment-là. C'est-à-dire savoir que, par exemple, les petits bonhommes qui sont en train d'emprisonner des deux R2 et 6PO sur Tatooine, c'est des Jawa. Pourquoi? Comment? Et tout d'un coup, on sortait le nom. Jabba the Hutt. Pourquoi? Où est sa mafia? Boba Fett. Boba Fett. Boba Fett. Dans le film Star Wars, hein, on le voit, d'accord? Et il y a une seule réplique où Han Solo dit Boba Fett. Il n'y a que là où vous le voyez. Eh bien, dans Star Wars D6, là, vous avez tout un florilège de ses capacités, de son armure. On sait à ce moment-là déjà que c'est un Mandalorien. Bon, allez, qu'il venait de la guerre des clones. On en sait un peu plus sur ça. On a une description des vaisseaux de Star Wars qu'on n'en avait pas jusqu'à présent. Donc c'est vraiment dans Star Wars D6, c'est le jeu de rôle qui en fait a creusé tous ces éléments. Et c'est clairement, c'est les éditeurs de Star Wars D6 qui sont allés carrément au Ranch Skywalker, qui sont allés voir George Lucas, ils lui ont dit on veut toutes tes notes de prod. Et c'est dans le Star Wars D6 que déjà on avait
une appropriation également de la prélogie. C'est-à-dire l'épisode 1, 2 et 3, c'est déjà dans le Star Wars D6 où on en parlait. Hein, c'est pas avant, c'était vraiment ici où on a vu le Star Wars où on était avec le 4, 5, 6, juste c'est tout, avec les films. Donc derrière il y avait des fans d'accord, mais ensuite savoir que l'amiral Akbar, enfin plein de choses qui étaient là, pourquoi le Faucon Millenium, quel type de vaisseau c'était, quelles étaient ses capacités, euh, est-ce que les Jedi il en restait encore? On pouvait choisir de jouer des Jedi, mais attention, c'était soit des jeunes Jedi, soit des Jedi exaltés, comme on a pu le voir ensuite. Donc en fait, toutes, toutes les séries que l'on voit actuellement, on peut les voir par rapport à ce filtre du JDR Star Wars de l'époque, qui permet vraiment de lire et d'avoir vraiment une grille sur laquelle lire tout ce JDR. Il y a toute cette quadrilogie où je ne sais plus combien ils sont. Alors ensuite, bon, c'est mes chouchous, hein, Star Trek, parce que avant le Wars, il y avait le Trek. Tout simplement, dans les années 90, il y a eu deux séries qui ont été vraiment marquantes et qui, elles, au niveau du jeu de rôle, ont pas connu véritablement d'un grand succès. Hein, c'était Star Trek Next Generation et Star Trek Deep Space Nine. C'était des séries qui n'ont jamais connu la diffusion en France, sauf sur Canal Jimmy, beaucoup plus tard. Donc il y avait un décalage d'au moins 4 ou 5 ans. Donc ce qui fait que c'est des jeux de rôle qui n'ont connu un véritable... Donc j'ai jamais été traduit d'ailleurs. Donc c'est vraiment... Mais c'est là où il y a eu vraiment pareil, où il y a eu une mise à plat de tout l'univers. La première, enfin, c'est en même temps, en parallèle, ce que ces jeux de rôle ont fait, d'autres fans l'ont fait aussi dans d'autres encyclopédies de Star Trek, parce que les Trekkies sont aussi nombreux que les fans de Star Wars. On vous surveille. Et donc, ces fans de Star Trek se sont aussi appropriés ce jeu de rôle. Donc, dans la licence, bon là je la mets plutôt dans l'anecdotique, il y avait James Bond 007, et là le souci, gros souci, c'est que c'est un James Bond 007, c'est pour ça que je l'ai mis dans l'anecdotique, qui est basé sur les productions des années 80. Donc vous aviez Sean Connery, excellent, Roger Moore, ça va, Timothy Dalton. Donc en fait, voilà, il n'y avait pas encore Pierce Brosnan dedans, donc le James Bond 007, c'était à chaque fois, chaque scénar était basé sur un film, très bien, mais à chaque fois, on avait essayé de le moderniser et en essayant d'avoir l'esprit des James Bond de Timothy Dalton. Et là, tout fan de James Bond vous dira que c'est pas bon, tout simplement. Voilà, que c'est pas non, il faut pas. Voilà. Donc James Bond 007, je dirais plutôt de l'anecdotique. L'anecdotique également, les gens des 5 anneaux. Pourquoi je dis anecdotique? Parce que comment dire, ça reste encore, moi c'est encore là. Allez, on va le mettre dans encore là. Moi j'ai pas été fan. Clairement, c'est toujours un peu, enfin, ça a été, si on veut parler du Japon médiéval, on fait vraiment comme l'a fait ADD Rollmaster, faire des suppléments sur le Japon médiéval. Là, j'ai trouvé il y avait trop d'un côté et pas assez de l'autre. Je sais pas comment l'expliquer, mais ce côté honneur, avec d'un côté les clans du Scorpion qui sont des enfoirés pas possibles. Donc c'était un appel de nouveau hein, et malheureusement, à faire moins de jeux et plus de rôles. Et ça me gênait. Voilà, clairement, c'est ce côté, voilà, comme ça, prendre la tête. Non, au moment, il faut pas. Donc, je vais vous mettre dans mes chouchous également, ici, Ravenloft, avec ses suppléments, hein, et je les mets tous, comme ça, voilà. Qu'est-ce que c'est Ravenloft? Ravenloft, à l'origine, c'était un supplément qui permettait, c'était un scénar qui est sorti, oui, en France, c'était l'un des premiers qui sortait en France, où on allait s'attaquer donc aux vampires, donc à Ravenloft. Hein, le conte, je ne sais plus comment. Là, j'ai un trou, c'est pas grave. Et bon, un immortel avec une histoire derrière qui était vraiment sympa. Avec bon, l'intérêt c'était le château, clairement, le fait que c'était
infaisable, soit ADD c'était infaisable. Et ensuite tout cet univers a été revu, a été amplifié, dans le concept que c'est devenu carrément un nouveau monde pour ADD. Comment c'est devenu un nouveau monde? C'est que les créateurs se sont dit que il pouvait y avoir un plan de l'effroi. Un plan de l'effroi, c'est un endroit où les personnes les plus négatives, les meurtriers les plus grands de l'univers d'ADD, sont retrouvés prisonniers de ce plan et ont eu un royaume pour eux. Tout simplement. Donc ça peut être aussi bien les paladins noirs de l'époque, ça peut être des maudits, ça peut être des loups-garous, c'est tout, c'est des vampires également. Donc tous ces gens auraient eu leur domaine, donc ce domaine qui aurait eu leur seigneur, et qui aurait réagi par rapport aux actions de ces monstres, qui derrière ont eu des fois des malédictions, qui on pouvait toujours s'en sortir ou pas. Donc par exemple, vous aviez le contact mortel, donc le dernier de la liste, où là vous vous retrouviez dans une sorte d'Égypte pharaonique avec un pharaon maudit, qui avait été maudit justement par les forces obscures et qui, malgré son pouvoir, ne pouvait toucher personne sans que ces personnes ne décèdent. Donc c'était devenu une momie immortelle qui avait son propre plan, un petit plan dans le désert où les héros arrivaient et se retrouvaient en plein milieu du désert et l'intérêt véritablement de ce demi-plan de l'effroi, c'est qu'il permettait un mélange, ce côté baroque encore une fois, qui permettait de pouvoir se retrouver donc avec dans un monde d'horreur gothique avec des vampires des années 1700-1800 et en même temps d'avoir des nains, des elfes, des heroic fantasy qui se retrouvaient perdus dans les brumes et qui atterrissaient dans ces mondes. Donc c'était vraiment bien trouvé. Et à chaque fois, donc ces personnes allaient d'une brume à l'autre, allaient d'un monde à l'autre, alors ils pouvaient se retrouver dans une sorte de renaissance italienne avec des empoisonneurs à la bourgeois. Ils pouvaient se retrouver dans le nord, dans un nord plein hiver rempli de loups, donc le pharaon également donc en plein désert, ou dans la jungle. Donc vous aviez plein de thèmes et ce côté où chaque scénario vous aviez le même cadre, mais en même temps vous n'aviez pas le même lore. Et ça c'était très intéressant, je trouve. Et c'est pour ça que c'est devenu un de mes chouchous. Alors quelque chose qui est anecdotique, c'était Earthdown. Earthdown, ça a eu son petit côté sympatoche, où pareil, c'était un mélange d'heroic fantasy, mais où là, les gens se retrouvaient perdus dans la terre, s'étaient réfugiés dans les tunnels avec les nains, parce qu'il y a eu une catastrophe au-dessus, et que petit à petit, les gens ressortaient, et il y avait derrière des horreurs qui avaient pris possession de tout le monde, donc il y avait des horreurs un peu. C'était un mélange, si vous voulez, de Cthulhu. C'est comme si Cthulhu avait gagné et où en fait les héros sortaient de leur caverne pour aller se récupérer donc tout ce monde. Donc c'était anecdotique dans le sens où c'était sympa, où il y avait plein d'idées, mais le lore, comment dire, il accrochait pas. Moi pour ma part, il a pas accroché, ça n'a pas accroché. Ah oui, on va parler aussi de Paranoia. Paranoia, c'est quoi? C'est aussi bien un jeu de rôle qu'un jeu de société. On incarnait un personnage et c'est 6 clones. C'est 6 clones. C'est-à-dire le jeu était tellement mortel que vous aviez droit à 6 clones. Pourquoi? Parce que vous étiez isolé dans un complexe au milieu de, je ne sais que, enfin, un complexe après une catastrophe nucléaire et qui était géré par un ordinateur. Cet ordinateur avait eu tellement de mises à jour et tellement de programmeurs derrière qu'il en était devenu totalement illogique et fou. Et donc donnait tout le temps des ordres à la mort moelleux un peu partout et il gérait donc toute une population de clones, donc de personnes qui étaient là juste pour survivre et la seule façon de survivre c'était de faire tuer l'autre tout simplement. D'où le titre Paranoia, où en fait on était à la fois sur un jeu de rôle et un jeu de société, parce que quelque part c'était normal de trahir l'autre, de faire des coups fourrés.
c'était un concept. C'était signé. C'est-à-dire, c'est pas comme Vampire où on vous laisse comme ça dans une partie où c'est que vous avez plusieurs clans, donc des clans qui ont des objectifs différents, plein de persos avec des objectifs différents. Vous mélangez le tout, hein, et ensuite, bon, le scénar, hein, vous le laissez dans un coin. De toute façon, les persos, ils vont discuter avec eux pendant 4 heures, il va rien se passer. Voilà, passionnant. Donc ensuite, de quoi on pourrait parler? On va parler aussi des Septième Mer. Septième Mer qui lui est encore là, je crois bien aussi. Septième Mer a eu une création également. Donc c'est Pirates des Caraïbes tout simplement. C'est un jeu de pirates. Allez, c'est l'un des premiers, c'est le premier jeu de pirates où il y avait un mélange avec la magie, où c'était inspiré de l'Europe, avec une France qui était très puissante, avec derrière une Angleterre qui était tenue par les fées, une Espagne, je ne sais plus comment. Donc c'était très sympathique. Moi j'ai trouvé ça très sympa. Et bon, le problème c'est toujours pareil, c'est que c'est des univers où il faut vraiment s'investir. Est-ce qu'on a le temps, est-ce qu'on l'a pas? Voilà, là est le problème. Alors ensuite, on va dire Warhammer, fondateur des années 90. Pourquoi Warhammer? Pourquoi? Tout simplement parce que derrière, il y a eu ces suppléments et la campagne impériale. Voilà, tout simplement, Warhammer, c'est vraiment le premier, qui était à la fois, c'était mieux qu'ADD. Clairement, c'était le premier véritable jeu costaud d'Heroic Fantasy autre que ADD à arriver. Hein, avec bon, des nains, tueurs de trolls, donc tout s'inspirait vraiment de Warhammer, des jeux de figurines. Ils en ont fait un jeu de rôle, et ma foi, ça a très bien réussi. Pourquoi? Non pas à cause des règles, non pas à cause des premiers scénars, non, ce qu'il y a fait, c'est que c'est la campagne impériale. C'est-à-dire que derrière cet éditeur de Warhammer, vous avez quand même Games Workshop. Games Workshop, c'était énorme. Et ce qu'ils ont fait, c'est que au lieu de faire deux, trois suppléments, puis après fini, non. Ils ont pris une campagne, ils ont fait une campagne sur, je sais plus si c'est 7 ou 8 gros bouquins, comme vous les voyez là, avec des auteurs qui étaient très bons, avec des, bon, il y en a un peu moins, mais c'était très bien construit, c'était nickel. Donc Warhammer à un moment, c'était vraiment, on disait que c'était ADD, mais à la Renaissance, avec une idée derrière, vous aviez le chaos qui était présent, qui était une sorte de souillure qui pouvait arriver chez les personnes. Dans ce chaos, vous voulez attaquer une sorte d'Europe avec, donc vous aviez l'Allemagne qui était, avec les non-allemands qui étaient très puissants, l'Empire allemand. Derrière, vous aviez Kislev qui eux étaient la Russie. Donc vous aviez donc une sorte de mélange, encore une fois, le baroque, le fait d'avoir plusieurs influences, et c'était vraiment pas mal. Donc, que nous reste-t-il? Je pense qu'on va pouvoir passer, donc, ah oui, quand même, avant tout, on va passer à Trauma. Trauma, anecdotique, je dirais anecdotique dans le sens où on l'a pu retrouver ensuite. Trauma, c'était quoi? C'était du jeu de rôle qui était où on jouait des flics, contemporains, jeu de rôle contemporain, permissif, où il pouvait y avoir des sujets assez durs, assez chocs. Hein. Donc mais c'était vraiment ce côté où on avait des fusils, bien sûr, bon, on avait tous ces genres de choses. On pouvait se retrouver à tuer un baron de la drogue, comme à se retrouver prisonnier d'un autostoppeur un peu taré. Donc c'était vraiment, vous preniez les deux flics amis de l'époque et vous pouvez faire un scénar dessus. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Pas très bien marché. Mais bon. Donc c'était vraiment du contemporain. C'était années 80-90. C'était très bien. Voilà. On avait, sinon, bon, on va passer directement bon, du coup, Capitaine Vaudou, qui n'est plus là, heureusement, donc je le mettrai plutôt dans l'anecdotique, la Capitaine Vaudou, qui était la version française des Septième Mer, qui était créée par Casus Belli. Donc, à noter, donc, à l'époque, vous aviez aussi Simulacre. Simulacre, c'était donc le JDR gratuit, ou non pas gratuit, c'était le JDR qu'avait créé Casus Belli, la rédaction de Casus Belli, et sur lequel, c'était un JDR générique,
merci du terme, et qui permettait de pouvoir ensuite pouvoir jouer dans différents. Donc vous aviez une version cyberpunk, vous aviez donc une version pirate, vous pouviez aller, c'était un jeu de rôle générique, c'est l'un des premiers jeux de rôle génériques avec GURPS, dont je ne parle pas parce que moi j'ai trouvé que GURPS, oui, c'est GURPS le jeu de rôle générique par excellence, mais c'est devenu tellement foutraque que bon, on sait plus par quel vous le prendre, les règles sont d'un côté et de l'autre, c'est même plus la peine. Donc, je vais vous parler également de Wrath, qui lui, Wrath, alors là pareil, c'était une création de White Wolf, le loup blanc, White Wolf, qui elle nous permettait de jouer des fantômes. Et ça, j'avais trouvé ça intéressant dans le sens où on ne pouvait pas se donner des noms de fantômes. C'est-à-dire, on était des personnes qui étaient décédées, qui étaient liées à des objets, à d'autres personnes. Il y avait un côté romantique, un côté quand même avec une relation par rapport aux autorités qu'il y avait derrière, dans le plan des morts, qui était sympathique, avec quand même une trip au niveau toujours pareil, où le White Wolf prenait une ville et en faisait sa matrice pour le jeu de rôle, c'est-à-dire vous aviez pour Vampire, vous aviez Chicago, pour Wrath, vous aviez Atlanta, et pour Loup-garou, qui est là, vous aviez Milwaukee. Milwaukee, la ville de Fonzie. On voit la différence. On voit, hein, ouais. Donc ensuite, de quoi je voulais vous parler, ou sinon, donc on avait aussi. Donc, pour continuer sur notre liste, de quoi j'ai oublié de vous parler? Par exemple de Cyberpunk. Cyberpunk qui est encore là, hein, qui est même fondateur des années 90, je dirais, c'est-à-dire le Cyberpunk, le premier Cyberpunk, le seul unique, là où on a vraiment pu commencer à connaître le Forlorn Hope, où on a pu se frotter au gang cybertaré de Night City. Donc, très bon, excellent. Toujours, c'est costaud, c'est bien fait. C'est la première fois où véritablement on avait une vision du cyberpunk avec une gestion de la matrice, comment rentrer dans la matrice. Très bon. Enfin, y a rien à redire là-dessus. Avec des suppléments comme Chrome qui permettaient vraiment à l'époque, c'était Oriflamme qui faisait ça, c'était très bien suivi. Il n'y a pas de souci là-dessus, c'était excellent. On va finir par les magazines qui à l'époque étaient là dans les années 90. Donc avant tout, je vais vous reparler de la Elite, hein, qui lui aussi est encore là. La Elite, c'était créé donc par la rédaction de Casus. Je vous en ai déjà parlé, c'était excellent. Et je vais vous parler également du méga gros Fumble. Le gros Fumble qui justement nous a dit c'est poupe dans le sens où ça a été un gros choc. C'était le gros Fumble, c'est la fin de Casus. On s'en est pas rendu compte en fait que Excelsior allait si mal. Et à un moment où véritablement dans le monde du jeu de rôle, il y a eu un changement de génération qui a fait que les gens ne lisaient plus autant, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils étaient toujours sur la corde raide. Et là, le Casus vraiment a fermé les portes, et là, ça a été un choc, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop d'internet non plus pour renseigner les gens. Donc comment on faisait? Comment on faisait? On n'avait pas tout YouTube qui nous expliquait comment jouer. Donc ça a vraiment été, on s'est senti un peu, on peut le dire, un peu orphelin. Donc je vais vous parler également de Chronique d'Outre-Monde, hein, qui lui est ici. Le Chronique d'Outre-Monde, là c'est celui que je vous propose ici, c'est le dernier Chronique d'Outre-Monde qui était excellent. Ensuite, ça a été de l'excrément. Clairement. Qu'est-ce qui s'est passé? Chronique d'Outre-Monde, c'était pareil, je vous en ai déjà parlé, c'était une rédaction de passionnés, des gens qui, c'était des gens instruits, c'était des copains qui s'étaient mis pour faire un jeu de rôle, enfin, parler du jeu de rôle dans un magazine, c'était des passionnés, qui étaient copains avec Alain Chabat ou d'autres personnes, donc c'était pas non plus, c'était pas n'importe qui, et ces gens avaient une relation assez
pénibles avec leurs éditeurs qui, du jour au lendemain, les a virés, a vidé la rédaction. Et donc, a fait l'éditeur, il a repris le nom, tout simplement, puisqu'il avait racheté le nom. Et là, je le mets direct dans les poubs, a fait donc Chroniques d'Outre-Monde, nouvelle version. Chroniques d'Outre-Monde, où on s'est retrouvé, mais vraiment, pendant 6 mois, on n'a rien entendu, on n'a rien vu. Au bout de 6 mois, on se retrouve avec un numéro où on devait attendre un Chronique d'Outre-Monde sur les pirates. Et on s'est retrouvé avec un Chronique d'Outre-Monde où le thème, c'était les lapins. Les lapins, tout simplement. Bon, ok. Et donc, on avait des scénars d'Hawkmoon, d'autres scénars de Cthulhu, je ne sais quoi, où il y avait des lapins. C'est vraiment, on aurait dit que la rédaction avait été remplacée par des gens qui ne connaissaient rien au jeu de rôle et qui s'est dit, bon, ben des pigistes qui s'est dit, bon, on va pisser de la ligne et on va faire ça. Donc ensuite, ça s'est répercuté pour la suite avec d'autres rédactions, parce que bon, bien sûr, ceux qui ont fait les lapins, au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que c'était vraiment pas top. Donc on a fait d'autres Chroniques d'Outre-Monde qui étaient pas mieux, qui s'est retrouvé, on va dire, au milieu de conflits entre des éditeurs, donc ça s'est très 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 mal passé. On peut aussi parler enfin de Dragon Magazine qui était pas mal, qui reprenait les idées, enfin tout le lore d'AD&D, aussi bien Ravenloft, Dark Sun, je ne sais plus combien d'autres, qui les Forgotten Realms, tout ça, et qui chaque fois développait derrière, faisait des articles. C'était du jeu de rôle, mais il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de scénar, c'était de l'aide de jeu tout simplement, ou des idées pour ce. Et c'était la version française de Dragon Magazine, qui lui, je pense, existe toujours. Alors on a eu aussi Backstab. Le Backstab portait bien son nom. C'était la Backstab, c'était créé, c'était la rédac qui était faite par Croc, qui lors du Fumble donc de Casus Belli a fait un grand Backstab en disant que tels les pandas, c'est con un panda, c'est très con, ça mange que du bambou, et que si ça meurt, c'est normal, et que Casus Belli, s'il est mort, c'est que c'était normal. Voilà. C'était l'idée que à la Croc, quoi, que de toute façon, c'était un mec qui a toujours un ego sacom, et qui considère que ce qui n'est pas fait par lui n'est pas bon, tout simplement, et a des avis très tranchés. Et donc bon, c'est un provocateur, je pense qu'il a fait exprès, mais derrière ça a été mal pris. Voilà. Donc voilà un peu le tableau des années 90. Voilà, hein. Il y a d'autres choses. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez d'autres idées de jeux que j'ai oubliés. Bon, moi j'ai mis que les jeux sur lesquels j'ai pu à un moment ou à un autre jouer. Il y en a j'ai joué de scénar, il y en a d'autres j'ai joué une campagne, il y en a d'autres j'ai beaucoup plus lu, genre Star Trek, ceux qui sont en haut, mes chouchous, Star Trek Ravenloft, bon voilà, ça a été mes chouchous quoi. Mais il y en a d'autres, peut-être Star Wars aussi, j'en ai lu quelques-uns, Wrath aussi un peu par hasard, donc mais voilà, c'est surtout ceux-là qui pour moi ont été dans les années 90, c'est là où j'ai le plus travaillé. Donc après, il faut voir que à l'époque, c'est toujours pareil, dans les années 90, vu qu'on a commencé dans les années 90, on a commencé à être dans les études un peu plus ardues, donc c'est pas évident de jouer. Et ensuite, quand on a fini les études, il faut aller chercher des sous, il faut aller travailler. Donc pareil, on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes. C'est pour ça que peut-être que d'autres vont dire que dans les années 90, c'est là où ils ont débuté. Il y en a d'autres qui diront malheureusement c'est là où ils ont arrêté. Donc c'est à vous de me dire dans vos commentaires. Voilà. Et à la prochaine pour notre Père Castor, où on va être plutôt sur un Arkham Cove. Voilà, bonne soirée. You about to take over. Let's get it. That's what you want. I'ma give it to ya. Hit 1, 2, 3, punch in the face, bitch. I'ma give it to ya. What the fuck? And a motherfucking beat here near me, like what the fuck? No, don't give up. Anybody come for me like it won't